Bonjour à vous, comment allez-vous en ce lundi matin et oui, début de semaine, il paraîtrait. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu quantique. Alors, je vais vous lire un article, là j'espère que vous entendrez bien parce que mon Mac il est de l'autre côté. Et donc, c'est notamment l'ordinateur quantique de Google qui aurait créé, d'après ce que j'ai pu lire très rapidement, un cristal temporel. Accrochez-vous bien, ça serait un état de la matière qu'on a découvert, carrément. C'est complètement hallucinant ce qu'ils arrivent à faire maintenant, sachant que le quantique est quelque chose de complexe, hein, vous avez compris, il y a les lois d'intrication, de dédoublement. L'observation, par exemple, d'une particule comme le photon peut avoir une incidence si vous l'observez avec une caméra, par exemple, vous pouvez avoir les fameuses fentes de Young. Donc c'est assez surprenant, hein, dans différents univers, on récupère le même photon sur différents spectres en fait. C'est vraiment déconcertant au niveau de l'esprit humain. Le concept du quantique est déconcertant, très complexe à comprendre. Mais d'après ce qu'il est dit, Google a créé, ils disent dans le titre, un cristal temporel. Ça a été édité le 16 septembre, hein, cet article, je vais vous le lire. Alors l'objet défie les lois de la physique et pourrait révolutionner le fonctionnement des futurs ordinateurs. Des scientifiques affirment avoir réussi à créer un cristal temporel pendant environ 100 secondes. 100 secondes, ça fait à peu près 1 minute et demie. Voilà, un petit peu plus, ça fait 1 minute et 40 secondes. Ouais, c'est ça. 60, 30, 90, ouais, ouais, c'est ça, ça fait ça. Au cœur donc du processeur quantique qui s'appelle le Sycamore de Google. C'est la première fois que cette étrange et fascinante matière a pu être observée suffisamment longtemps pour être étudiée. Bah oui, en 1 minute et demie, ils ont pu effectivement l'observer, suffisamment de temps pour l'observer. Ce fameux cristal justement qu'ils auraient créé à partir de cœurs quantiques, j'imagine. Un cristal donc temporel est un concept qui a été donc présenté pour la première fois en 2012. Hein, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. 2012, ils avaient déjà expliqué le concept, l'idée en fait, par le physicien américain Frank Wilczek. Le terme désigne une structure composée donc d'un groupe de particules ordonnées selon un motif répété tel un cristal classique. Dans un cristal classique, vous avez des structures, vous savez, atomiques. Hein, ce sont des structures atomiques qui vont donner la forme du cristal, pourquoi sa dureté, etc., sa transparence et compagnie. Donc, sur l'échelle atomique, donc de façon composée de groupes de particules coordonnées selon le motif répété tel un cristal, mais qui se déplace, donc cette structure se déplace a priori, hein, ce motif, et retourne à leur état d'origine de façon périodique, tel un oscillateur. En d'autres termes, l'arrangement donc des cristaux standards se répète dans l'espace, tandis que celui donc des cristaux temporels se répète dans le temps. D'accord, donc ça se répète dans le temps. Il doit y avoir un cycle, un petit peu comme pour l'oscillateur. Il y a un cycle, en quelque sorte, qui fait que ça revient dans le temps, en réalité. Ça veut dire un coup il y est, un coup il n'y est pas, quoi. C'est un peu fantomatique, quoi, peut-être. Mais surtout, ils sont donc capables de passer indéfiniment d'un état à l'autre sans apport d'énergie. Waouh! Ah ouais, alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas d'apport énergétique? Comme une horloge à mouvement perpétuel. Ah oui, je vois le mouvement perpétuel. Ouais, ça vient un peu comme une forme de métronome. Alors je ne sais pas si le métronome, je crois qu'il a un mouvement perpétuel, le métronome, il me semble. Pas sûr à vérifier, mais je crois que le métronome est un mouvement perpétuel. Ou comme une vie sans fin. Enfin non, c'est une vie sans fin, c'est autre chose. Mouvement perpétuel, ouais, d'accord. Mais surtout, ils sont capables donc de passer définitivement d'un état à l'autre sans apport d'énergie. C'est incroyable. Comme une horloge à mouvement perpétuel, et sans jamais en perdre non plus. Ainsi, ces cristaux vont à l'encontre de l'une des lois les plus importantes de la physique, le deuxième principe de la thermodynamique, qui stipule que toute transformation d'un système s'accompagne d'une augmentation d'entropie, qu'on peut donc assimiler au désordre du système. Ouais, parce que vous avez la loi de l'entropie, on dirait que par exemple l'univers est entropique, mais décantropique, ça veut dire entropique, ça veut dire le désordre, le chaos, si vous voulez. C'est ordo ab chaos, l'ordre arrive par le chaos. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment d'ailleurs. Hein. Vous voyez, ça rejoint un peu les états qu'on retrouve dans l'univers. La loi de l'entropie, actuellement, on est dans la dystopie, mais c'est la dystopie justement, et après il y a l'ordre derrière.
Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez, on ne va pas contre les lois physiques en réalité, hein, et notamment quantiques. Il est dit le deuxième donc, principe de la thermodynamique qui stipule effectivement que de toute transformation d'un système s'accompagne d'une augmentation d'entropie qu'on peut assimiler au désordre donc, du système. Bien, je me répète, je sais, bien qu'il existe dans un état de flux constant, ces cristaux restent stables. Ils constituent en quelque sorte une nouvelle phase de la matière. Waouh, c'est incroyable ce truc. Ouais, ils restent stables. C'est étonnant, hein, comme un pendule qui ne cesse de se balancer. Ouais, le pendule perpétuel. Tous les systèmes donc tendent effectivement à évoluer vers un état effectivement plus désordonné, où l'énergie est répartie uniformément. Mais les cristaux temporels ne suivent pas cette règle fondamentale. Au lieu de s'approcher effectivement lentement de l'équilibre thermique, de manière effectivement à ce que leur énergie ou leur température soit également répartie dans leur environnement, ils restent coincés. Ah. Oui, c'est-à-dire que quand vous avez dans la physique thermodynamique un phénomène où il y a une extrême chaleur, par exemple une étoile, mais l'étoile, si vous voulez, après, elle va se stabiliser au niveau de ses températures parce que c'est au niveau de l'énergie. Elle dissipe une certaine énergie. Ensuite, il y a une forme de stabilité. Évidemment, elle en perd toujours de cette énergie. Mais à un moment ou à un autre, comme on dit, l'étoile va s'éteindre, tout simplement. Mais ça va prendre des millions, voire des milliards d'années. Donc, en fait, là, on a quelque chose d'assez surprenant, c'est que non, justement, ils nous disent évidemment que ce système-là, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez, au lieu de s'approcher effectivement lentement de l'équilibre thermique, donc il y a un équilibre thermique en quelque sorte, c'est comme un circuit électronique, vous avez à un moment donné, la température peut monter dans un transformateur, mais elle finit par se stabiliser, de manière à ce que leur énergie, vous voyez, ou leur température soit également répartie dans l'environnement. Ils restent coincés. Là, du coup, pour le cristaux temporel, ça reste coincé entre deux états d'énergie supérieurs à cet état d'équilibre, passant indéfiniment de l'un à l'autre. Oh là là, même moi j'y comprends pas grand chose, vous voyez. Pour expliquer donc ce comportement, Kurt Van Kinserling, physicien à l'université de Birmingham, fait l'analogie, voyez, avec une boîte par exemple scellée, remplie de pièces de monnaie, que l'on secouerait 1 million de fois. À mesure que les pièces ricochent et rebondissent les unes sur les autres, elles deviennent de plus en plus chaotiques, explorant effectivement toutes les sortes de configurations possibles, jusqu'à ce que les secousses s'arrêtent et que la boîte soit ouverte. Les pièces se retrouvent alors dans une configuration aléatoire, avec environ la moitié des pièces pile et l'autre moitié côté face, et ce que soit effectivement la façon dont les pièces étaient disposées au départ. Oui, si on les secoue 1 million de fois, donc à chaque fois vous aurez peut-être, qui sait, 25% pile, et puis je sais pas moi, 80, 75% face, vous voyez. Donc à chaque fois ça sera différent, le résultat sera différent. Et à un moment donné, quand vous allez ouvrir la boîte, eh ben, il dit qu'au bout d'1 million de fois, vous aurez 50-50, a priori, c'est ce que j'ai l'air de comprendre. Donc il faut à présent considérer les qubits, hein, qui sont justement les informations que vont traiter les processeurs quantiques de Google, comme ces pièces de monnaie. C'est-à-dire qu'au bout d'1 million de fois, voire bien plus que ça, on finit par obtenir quelque chose qui, comme le cristal en quelque sorte, vous voyez, qui reste dans deux états en fait. Il est coincé entre deux états. Ah, intéressant. Comme ces pièces de monnaie, de la même manière effectivement que les pièces de monnaie peuvent se retrouver du côté pile ou face. Les qubits peuvent prendre la valeur de 1 ou 0, ou plutôt une superposition de ces deux états de base. Oui, c'est-à-dire le 0 et le 1 et le 1 et le 0. Ah oui, d'accord. Intéressant. Ce qui est étrange avec les cristaux temporels, c'est qu'aucune secousse, aucun passage d'un état à un autre ne peut faire passer effectivement les qubits du cristal dans l'état d'énergie le plus bas. Ah, qui est une configuration aléatoire, souligne Van Kesserling. Les qubits ne peuvent effectivement que passer de leur état initial à leur deuxième état. Voyez, pour revenir en arrière. Cela n'a pas l'air aléatoire. C'est comme si le cristal se souvenait de son apparence initiale et qu'il répétait ce schéma au fil du temps. Ouais. Au fil du temps, parce que des fois il le répète et des fois il ne le répète pas, parce qu'on parle de temporel. C'est incroyable le truc. C'est waouh! Un cristal temporel est donc comme un pendule, si vous voulez, hein, ce fameux pendule
qui n'a pas de temps, qui se balance perpétuel, ce qu'on appelle le pendule perpétuel, vous voyez, qui ne cesse de se balancer. Mais aucun objet à grande échelle ne peut se comporter comme tel. Même, par exemple, un pendule complètement isolé de toute friction et de toute résistance à l'air finira par s'arrêter. L'énergie, effectivement, ouais, c'est comme l'étoile, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'énergie commence par être concentrée dans le centre de masse, par exemple, du pendule. Vous voyez, à son point centripète, si on veut. Mais il y a effectivement tous ces degrés de liberté interne, comme les façons dont les atomes peuvent vibrer à l'intérieur de la tige, dans lesquelles effectivement elle sera donc finalement transférée, explique Alchia Lazaride, physicien de l'université de Logonbourg. Seule la mécanique quantique permet aux cristaux temporels d'exister. C'est incroyable le truc, mais c'est fou. La preuve d'une nouvelle phase de lumière, c'est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. La preuve donc d'une nouvelle phase de la matière. Donc on connaissait la matière solide, les phases liquide, solide, gazeuse et même plasmatique. Alors, je crois que plasmatique c'est aussi un état, je crois, de la matière. Mais là, ça rajoute un autre état de la matière. Ces fameux cristaux temporels par l'ordinateur quantique, hein, on est bien d'accord. Hein, on est dans l'échelle quantique, qui serait donc un état initial. C'est assez surprenant, vraiment. Même moi, j'ai du mal à comprendre le truc là. Vous voyez, c'est très complexe. Dans le monde quantique, les objets se comportent, vous voyez, à la fois comme des particules ponctuelles et comme de petites ondes. Oui, c'est un peu comme l'électron qui peut être particules et ondes à la fois. Vous voyez, l'onde effectivement électronique, l'onde et particules en même temps. Donc ça c'est le truc classique. Lorsque définit la probabilité de présence d'une particule, le hasard peut faire que l'onde de probabilité s'annule partout, sauf sur une région. La partie devient alors localisée. Les chercheurs ont utilisé ce processus de localisation comme base de leur expérience. Ils ont utilisé 20 bandes d'aluminium supraconducteurs, d'accord, pour créer leurs qubits, qui ont effectivement programmé chacun dans l'un des deux états possibles, 0 ou 1. En projetant effectivement un faisceau de micro-ondes sur les bandes d'aluminium, ils ont alors pu faire donc passer leurs qubits d'un état à l'autre. L'équipe a répété effectivement l'expérience des dizaines de milliers de fois. Oh là là. S'arrêtant à différents endroits pour enregistrer les états dans lesquels se trouvent les qubits. Ils ont alors constaté que ces derniers n'alternaient qu'entre deux configurations et qu'ils n'abordaient pas de chaleur issue du faisceau des micro-ondes. Ils avaient donc créé un cristal temporel. Donc ça serait les états, en fait, si je comprends bien, qubits qui ont créé cet état cristallin, ce cristal temporel. C'est incroyable. Wow, ça c'est wow. Oh, le truc là, c'est hallucinant. Hallucinant. Alors je termine ma lecture. Ils ont également dû prouver. Ah, hop là, excusez-moi, j'ai un petit problème là. Voilà, c'est bon. Ils ont également pu prouver effectivement que leur cristal temporel était. Vous voyez, je suis passé dans une phase après, vous avez vu, comme les qubits, hein, comme les états quantiques en fait, étaient dans une phase de la matière. Pour qu'un élément soit considéré comme tel, il doit généralement être très stable face aux fluctuations, ce qui n'est pas mon cas. En effet, les solides ne fondent pas si la température ambiante varie légèrement, tout comme effectivement de légères fluctuations n'entraînent pas l'évaporation ou la congélation soudaine des liquides. Or, en modifiant légèrement la température du faisceau de micro-ondes qu'ils ont mis sur les bandes en aluminium utilisées, les chercheurs ont constaté que les qubits continuaient à basculer d'un état à l'autre. Eh ben, autre caractéristique du passage donc d'une phase à une autre, la rupture des symétries physiques. Autrement dit, l'idée que les lois physiques soient les mêmes pour un objet en tout point du temps ou de l'espace. De la même manière que l'eau que l'on refroidit en dessous de 0 degré devient un cristal dans l'espace, en brisant la symétrie spatiale. Les cristaux temporels deviennent comme tels en brisant la symétrie temporelle. Waouh! Ayant leur transformation en phase de cristal temporel, les qubits affichent une symétrie. Donc c'est pas une asymétrie, c'est une symétrie continue à chaque moment. Mais les qubits finissent par rompre
avec la symétrie discrète de leur translation temporelle imposée par le faisceau périodique de micro-ondes. Ce sont les premiers objets connus capables de faire cela. Mais comme tous les ordinateurs quantiques, le sycamore de Google souffre de décohérence, ce qui peut provoquer une dégradation des états quantiques. Oui, ben ça c'est de la problématique de l'ordinateur quantique. Trouver le compromis pour pas qu'il y ait trop de fluctuations, de perturbations. Sinon les qubits sont tout de suite perturbés. C'est pour ça que c'est fait dans des chambres à vide et à des températures. Il faut savoir que le cœur même du processeur quantique qubit est à moins de 270 degrés quand même. Je vous annonce la température quand même. D'accord, il est refroidi. Tout le système est refroidi à moins de 270 degrés, je crois. Température Kelvin pour éviter. Et puis il est enfermé dans une chambre noire absolue avec un vide pour éviter justement toute perturbation d'un champ quelconque. Voilà. Sinon, vous modifiez. Déjà qu'il se modifie. Ils ont parlé du fameux micro-ondes qui balaye sur les bandes, donc c'est extrêmement sensible. Et effectivement, signifie que les oscillations des cristaux temporels s'atténuent inévitablement lorsque l'environnement interfère avec le système. Les chercheurs travaillent donc à isoler plus efficacement leur processeur pour remédier au problème. Vous voyez, il faut isoler le processeur, c'est ce que je vous dis. On n'y arrive même pas en fait, c'est très compliqué. Si Google s'intéresse de près aux cristaux temporels, c'est parce qu'ils peuvent potentiellement alimenter des ordinateurs quantiques ultra puissants capables d'effectuer des calculs à grande échelle beaucoup plus rapidement qu'un super ordinateur standard. Bah oui, forcément, parce qu'il n'y a pas cette notion de dispensation énergétique, vu qu'ils sont toujours dans un état initial comme le pendule perpétuel, vous voyez. Oh. Sauf qu'il y a des cycles, voilà, des cycles où ils apparaissent et des cycles où ils n'apparaissent pas. Wow, c'est impressionnant, franchement là, waouh, ça vous embouche un coin. Moi je suis, voilà, donc voilà, c'était ça l'article que je voulais vous lire. Alors bon, c'est vrai, je peux comprendre. Vous allez sur Google News, à Google Actualité, vous allez dans le moteur, puis vous tapez quantique, Google quantique, moi c'est ce que j'ai fait, puis j'ai eu tout de suite l'article. Donc c'est passionnant, vous voyez un petit peu cette aventure du quantique va nous amener dans des trucs complètement dingues. Le cristal temporel. Voilà, donc grâce justement à l'ordinateur quantique, on arrive à faire des choses maintenant passionnantes, quoi. Voilà. Donc oui, on est sûrement instable nous aussi, on est donc bien des êtres effectivement quantiques, comme la situation est instable, c'est ordo ab chaos, en fait, oui, c'est ça. Pourtant le quantique qui a normalement est à l'échelle nanoatomique, mais en fait cette échelle nanoatomique finit par rentrer dans l'échelle macroatomique. Voilà, donc c'est pour ça que, vous savez, c'est les petits fleuves qui font les grandes rivières, et oui, le quantique il finit par rentrer dans ce monde réel, en réalité, enfin ce monde pseudo-réel, on va dire, parce que c'est une simulation en fait en réalité. Donc en fait quelque part le quantique il a un impact même sur ce qui est macroscopique, c'est-à-dire ce qui est beaucoup plus grand que le microscopique, on est bien d'accord, ou le nanoscopique, ou l'angstromscopique, c'est comme vous voulez. Donc en fait, le angstromscopique qui est plus petit, je crois même que le nanoscopique pour le coup. Mais en fait, quelque part, vous vous dites, waouh, c'est impressionnant ce qu'a découvert Google, là, avec Cicéron, je crois, le processeur quantique. Vous voyez, déjà, c'est ce que je vous dis, vous regardez, par curiosité, vous allez voir ce qu'est justement un processeur quantique avec 60 qubits ou 100 qubits, ce qui est énorme, je peux vous dire déjà 100 qubits, c'est énorme, c'est gigantesque 100 qubits sur un processeur quantique. Alors je ne sais même pas s'ils les ont atteints, je sais que Intel à un moment donné avait fait des tests sur des processeurs quantiques, ils étaient à 20 qubits, je crois. Et puis après, ils sont montés jusqu'à 40 ou 50. Le maximum, c'est plus de 100 qubits, je crois. Je crois qu'on les a atteints, les 100 qubits. Oui, on a dû les atteindre. Je ne sais pas exactement, il faudrait vérifier. Moi, ce qui est complètement fou, c'est... Waouh, les possibilités sont énormes. Sachant que dans la logique du qubit, le 0, c'est le 1. C'est ce qu'on appelle les états superposés. Sans compter que vous avez l'intrication. Voilà, c'est encore autre chose. Mais vous avez les états superposés. Donc, un 0, c'est 1 aussi en même temps. Donc vous dites, c'est plus l'ordinateur classique quand on dit 0 c'est 0. Ça veut dire le courant
est vraiment coupé, il est éteint. Et le 1, vous avez un état plus haut de courant. Hein, voilà. Et donc là, l'information, elle arrive, elle passe. Voilà. Vous avez la porte inversée aussi, hein, où le 0 devient, le courant passe, et 1, le courant passe pas. Attention, vous avez ce qu'on appelle les portes inversées. Mais à la limite, voilà. Mais bah, le quantique, lui, c'est plus compliqué parce que du coup, vous comprenez que toute perturbation, imaginons, on fait une simulation de l'univers pour savoir comment l'univers s'est formé, ou comment, par exemple, une cellule ou un cerveau se forme. Imaginez qu'à l'ordinateur quantique, on pourrait très bien simuler la formation d'un cerveau, par exemple, ou simuler, je ne sais pas, parce que ça servira beaucoup pour la simulation, l'ordinateur quantique. Pour le calcul aussi, mais surtout la simulation. La simulation est très utilisée par les ordinateurs quantiques. Donc, par exemple, pour simuler des molécules, pour simuler des chaînes de molécules, pour simuler la naissance de l'univers, pour simuler tout le corps humain. D'ailleurs, déjà, le corps humain a été quantifié totalement. Aujourd'hui, ils ont quantifié complètement comment fonctionne le corps humain, en quelque sorte. C'est complètement hallucinant, ce que je vous dis là. Donc le quantique va aller très 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 loin dans la simulation. C'est vraiment le summum du summum. Même les supraordinateurs, les superordinateurs qu'on a aujourd'hui, les mainframes, là, dans les grands data centers et autres, les grands centres de calcul, n'arrivent même pas au petit orteil d'un ordinateur quantique. C'est pichenote, c'est pichnet. Parce que les calculs de parallélisme sont tout simplement hallucinants, quoi. Et en plus, ça n'a rien à voir, c'est pas des 0 et des 1 classiques, c'est des qubits. Voilà. Le qubit, c'est puissance 3, je crois, donc, ou puissance 4. Donc oui, vous dites, ah oui, c'est pas tout à fait pareil. On n'est pas avec 2 puissance 1, on est avec 3 puissance 1, 3 puissance 2 ou 4 puissance 1. Bon, après, il faudrait revérifier hein, sur que je ne dise pas de bêtises, hein, vous demandez, hein, ou alors vous vérifiez des gens hein, qui sont mathématiciens, qui sont théoriciens en quantique, qui vous expliqueront mieux que moi. Moi, je suis pas. Voilà. J'essaye simplement de reprendre les informations que j'ai pu avoir avec mon petit cerveau limité, donc d'essayer de comprendre en réalité comment ils ont réussi à faire un truc pareil. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Waouh! Oh là 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 là, c'est complètement dingue. C'est fou. Alors est-ce qu'ils n'ont pas fait des inoculations quantiques hein, allez savoir. Peut-être, hein, après tout. Ça sera pour votre bien-être en fait. Ah oui, ça, on va voir ce que ça va faire sur le plan quantique en fait. Donc là, ça risque de créer de gros problèmes sur le plan quantique humain. Ouais. Surtout qu'il y avait 2 chercheurs russes qui avaient découvert que dans le cerveau, je vous en avais parlé déjà une fois de ça, ils auraient découvert des nanotubes au niveau des neurones avec des particules quantiques. Il y aurait des particules quantiques et quand nous mourrons, d'après ces 2 chercheurs, ça serait justement l'âme. C'est ce qui expliquerait l'âme en réalité. Les tubes nanoquantiques exploseraient au moment de la mort, mais les particules quantiques, le peu de particules quantiques qui existeraient, ça serait votre âme. Et en fait, elles partiraient donc dans l'espace, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un peu compliqué à expliquer. Est-ce que c'est un transfuge qui est fait instantanément? Est-ce que c'est une téléportation directement de notre âme quelque part, dans ce qu'on appellerait une noosphère, si vous voulez, métaphysique, où là on aurait notre signature quantique qui serait justement dans cette noosphère, voyez, au moment de notre mort. Le moment où on meurt, voilà, il y a cette partie qui part, et qui est l'âme, en quelque sorte. Voilà. Voilà. Qui est pureté, qui est. Voilà. L'âme, c'est la pureté, c'est. Voilà. C'est possible, pourquoi pas. Hein, d'ailleurs, Jean-Pierre Petit, hein, qui s'est lancé dans cette explication, qui était intéressante, très intéressante. Donc, vous voyez un peu les prodiges aujourd'hui de la technique, hein, de la science. On est capable de faire des choses incroyables, même de faire des cristaux temporels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça rentre même pas dans les états classiques de la matière, c'est-à-dire liquide, gazeux, solide et puis plasmatique, on va dire. Alors, c'est complètement fou, quoi, en fin de compte. C'est complètement dingue. Voilà, c'est complètement hallucinant, quoi. Sachant, hein, c'est l'explication de l'énergie, hein, on voit même une étoile, une étoile au départ quand elle naît, elle a une énergie fabuleuse, on appelle ça je crois les étoiles bleues, elles sont magnifiques, elles sont toutes jeunes comme un bébé qui vient de naître, et puis elle finit par vieillir comme nous vieillissons,
et elle devient après, voilà, une géante rouge, je ne sais pas trop comment vous dire ça, il faudrait demander à des astronomes pour le coup. Et donc elle finit par même mourir par elle-même, imploser, exploser à la fin de sa vie, quoi. Elle s'éteint. Et des fois, on voit une étoile, on se dit ah, oh, elle est belle l'étoile. Non, non, c'est pas l'étoile que tu vois. En fait, c'est pas l'étoile, c'est simplement sa signature photonique à un moment donné que tu vois. Et tu dis non, mais l'étoile, elle est morte depuis déjà, je sais pas, il y a déjà 1 million d'années, elle est morte. Mais vous avez simplement l'impression de la voir. Mais en fait, non. En fait, c'est une illusion quelque part, c'est une simulation. En fait, elle est morte depuis longtemps. Mais il y a déjà, depuis très longtemps, d'autres qui viennent de naître, en quelque sorte. Vous voyez, c'est un peu comme cette histoire de pendule, hein, un petit peu perpétuel, hein, le pendule perpétuel. Alors, je ne sais pas si c'est le pendule de Foucault, mais en fait, c'est le pendule perpétuel, hein, comme le métronome un peu. Touc, 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 touc. Je crois que c'est ça le métronome, hein, il me semble. Il faut l'arrêter soi-même, je crois. Parce qu'une fois que vous le lancez, le métronome, tout le temps, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Bah là, en fait, l'état de ce cristal, c'est qu'à un moment, les états qubits, ben, comme l'histoire de la boîte avec les pièces qui est secouée 1 million de fois, et vous ouvrez la boîte au bout du million de fois, et vous dites, tiens, 50 faces, 50 piles. Donc vous êtes dans le statu quo, quoi, en quelque sorte. Waouh! C'est là, moi, je suis bouche bée, hein, parce que même il y a des trucs que j'ai pas forcément tout compris. Enfin, je relise l'article du coup, mais c'est vraiment impressionnant. Donc, il existerait un état quantique, enfin, voilà, un cristal quantique, on va dire, formé par des qubits, d'un processeur quantique, justement. Waouh! Avec les bandes d'aluminium, hein, je crois qu'ils ont fait, je sais plus, des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois l'expérience, avec un système qui envoie des ondes, hein, donc une certaine fréquence, j'imagine, sur les bandes, justement, d'aluminium, et là, on voit... alors, leur problème qu'ils ont Google, bah oui, pour le moment, c'est la stabilité, c'est les interférences. Bah oui, c'est là qu'est le gros problème du quantique, hein. Les interférences qui peuvent fluctuer et créer un faux résultat. Une fausse simulation, d'ailleurs. C'est ça la problématique. D'ailleurs, ils ont rencontré les fausses simulations, hein, avec les ordinateurs quantiques, hein. C'est-à-dire le souci, à un moment donné... bon, alors après, il y a des systèmes pour extraire les erreurs, bien sûr, hein. Il y a des systèmes de filtres, j'imagine bien. Mais c'est... Waouh! Pour s'approcher le plus possible de la véritable simulation, on va dire. À quelques qubits près, quoi. Je sais pas, c'est un peu dit comme ça, moi ça me déroute, hein. Honnêtement, ça me déroute. Ça me déroute. C'était comme l'expérience de Julien, là, physicien, astrophysicien, enfin physicien, théoricien, je crois, quantique, qui avait fait une expérience en direct que j'avais beaucoup appréciée avec la lévitation quantique. Putain, c'était génial. Je vous avais fait une capsule là-dessus, hein. Vous pouvez la revoir, hein, sur ma chaîne. J'avais repris l'expérience qui menait en direct, justement, Julien, avec notamment des pastilles en céramique, hein. C'était de la céramique qu'il utilisait, il n'y avait rien d'aimanté. C'était incroyable, incroyable, avec l'azote liquide là. Il lui dit d'ailleurs, faites attention à l'azote liquide, mettez pas trop longtemps vos doigts dedans. Oui, parce que là vous perdez vos doigts forcément à moins 270 degrés. Ah oui, c'est balèze. Franchement, là, le truc, là, le cristal temporel de Google, waouh, là, c'est du lourd. Ce qu'ils ont fait, c'est du très très lourd. Il y a les Japonais qui, en ce moment, mènent une course aussi au niveau du quantique qui est impressionnante. Impressionnante aussi. Et même de l'ordinateur classique, ils ont mis des ARM maintenant sur les super ordinateurs qui consomment quasiment plus de courant. Donc on aura des data centers bientôt qui seront beaucoup plus écologiques, plus économiques, hein, qui auront moins d'impact, on va dire CO2, moins d'impact sur la planète, quoi. Donc c'est bien, c'est bien. Et qui calculent plus vite en plus. Donc l'ARM est plus puissant que Intel et AMD rassemblés. Donc ils peuvent toujours mettre leur EPIC machin. Non, non, l'ARM va les dépasser. Je vous dis, là déjà, vous prenez rien qu'un ordinateur M1 de chez Mac, là avec le M1, c'est un ARM, c'est un processeur ARM ou un microcontrôleur ARM qu'on appelle un SoC, System One Chip en anglais. Le System One Chip, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a tout intégré dans la puce. On a la partie graphique, on a la mémoire, on a intégré aussi une partie intelligence artificielle dedans, on a intégré les bus, on a intégré la mémoire cache du processeur, les registres, évidemment, un processeur sans registre, ça n'existe pas, mais c'est des registres pas x86, c'est pas du CISC, c'est du RISC. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le domaine technique, c'est un peu complexe,
mais c'est différent du CISC hein, qui lui complète des instructions, prend des instructions complètes en fait, hein, alors que le risque lui c'est par cycle en fait. Donc c'est un peu plus, c'est différent, c'est un mode de fonctionnement qui est différent. Voilà. Et en fait, qui marche hyper vite, c'est une bombe le truc, avec un disque évidemment SSD M2 troisième ou quatrième génération évidemment, hein, c'est du M2. Donc oui, maintenant, bon, c'est comme ça, voilà, c'est l'évolution des technologies. Mais là, le cristal temporel, ça m'embouche les tempes, hein, c'est le cas de le dire. Se boucher les oreilles, mais là, c'est se boucher les tempes, quoi. C'est temporel, hein, voyez. Ah ouais, c'est tempo, là, le truc. Hein, c'est waouh. C'est... Il y a tempe et oreille, le oreille et l'ardi. Hein, c'est oreille et l'ardi. Hein. Temporel, hein. Non, je plaisante. C'est hardi d'avoir trouvé ça, ceci dit. Un cristal temporel, c'est hyper hardi. Le quantique a trouvé un truc hardi. Aurel sera content dans le temps. En fait, l'Aurel et Hardy dans le temps, c'est eux qui ont trouvé le truc, quoi, en fait. Ah, je déconne. Ah, c'est pas mal ce jeu de mots là. Temporel, Aurel et Hardy. Bah oui, le temps, Aurel est Hardy. Vous avez compris ce que ça veut dire, voilà, dans le temps. Excellent. Allez, hein, c'est ça le génie. Et donc, bah ouais, c'est incroyable. C'est fou à la vitesse que ça. Oh, moi, je suis scotché quand j'ai lu l'info, là, j'étais scotché. Eh ben, mes amis, on va encore en apprendre des belles, à mon avis, sur le monde, justement, quantique. Donc, restons branchés sur le quantique. Je vous ferai un jour, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un live sur le quantique avec les lois de superposition, les lois d'intrication, je dirais. C'est très intéressant. On essaiera de comprendre, en tout cas. Voilà, parce que